Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons commencer à partir de cette nouvelle série de parler d'un outil de supervision, de déploiement complet d'un outil de supervision qui est notre outil de supervision Centrayon. Alors, pourquoi choisir le Centrayon? C'est vrai que les outils de supervision, il y en a beaucoup sur le marché. Pratiquement chaque constructeur a son propre outil de supervision. Cisco, il a son Cisco Prime, des CNM, CSM pour les solutions de sécurité. HP utilise aussi ses propres solutions. Les solutions open source aussi, il y en a beaucoup. Microsoft avec SCOM, etc. Bref, les solutions de supervision, on peut dire qu'il y en a vraiment beaucoup sur le marché. Ce n'est pas du tout la chose qui manque actuellement. Sauf que je préfère partir sur une solution plutôt libre, plutôt indépendante des constructeurs et plutôt facile à installer, facile à déployer. Peut-être celle auquel on pense tous, c'était Nagios, mais juste pour savoir ou pour connaître un peu l'historique de la solution, c'est que Centrayon, c'est l'amélioration de Nagios. C'est que le but d'ailleurs de la création de la solution Centrayon qui s'appelait autre chose à l'époque, je crois Orion à l'époque, c'était d'apporter une interface graphique, une facilité d'utilisation et une façon plus améliorée de voir les choses par rapport à Nagios qui était très orienté développeur, open source, etc. Bon, depuis, Centrayon continuait toujours à grandir, continuait toujours à offrir des nouvelles solutions, des nouvelles façons de faire. Aujourd'hui, on parle vraiment d'une solution assez complète avec une interface web assez complète, très utilisée à l'échelle européenne en particulier parce que ça a été développé en Europe, en France même en particulier. Il offre des solutions de plus en plus adaptées, de plus en plus améliorées, de plus en plus complètes et répondant aux besoins des entreprises. Ce n'est pas par hasard que des multinationales en Europe l'utilisent. Du coup, c'est une solution aussi que je trouve très intuitive, que je trouve très extensible, parce que ça permet d'intégrer énormément de dispositifs, de services, de dépendances, etc. Elle est aussi interopérable, du coup ça permet d'avoir des connexions avec énormément de solutions via des clés d'API. C'est une solution aussi intuitive, facile à l'utilisation, facile aussi à l'installation, et le plus important que tout, elle est gratuite. C'est vrai elle offre des propositions, des services payants en complément, mais le plus important que tout, c'est que la solution de base est déjà gratuite. Et en plus, elle offre une documentation très complète et très disponible sur le marché. Du coup, pour l'installation de la solution, globalement, on ne va pas revenir sur ce que fait la supervision. C'est le fait de monitorer, c'est le fait de surveiller, c'est le fait d'avoir une vision globale de l'état de santé de votre infrastructure, que ce soit de serveurs, de PC, de réseau, de n'importe quel équipement. Se base principalement sur les protocoles de log les plus célèbres, les plus utilisés, comme le syslog pour la récupération des logs, ou encore les protocoles de type SNMP pour la récupération, pour la supervision tout court d'ailleurs. On ne va pas parler en détail de ça parce que j'imagine que si on arrive jusqu'au-là, c'est quelque chose qu'on connaît déjà, c'est quelque chose qu'on a déjà fait, qu'on est censé déjà faire si on arrive jusqu'au-là. Mais on va attaquer directement la partie pratique, la partie déploiement, la partie installation de la solution. Du coup, quand on parle de l'installation de la solution, on peut aller directement sur la page de téléchargement ou la page de récupération ou de chargement de la solution, sauf que ce n'est pas vraiment la chose que je souhaite faire dès le premier temps, parce que avant d'arriver jusqu'à le téléchargement de la solution, il faut penser déjà aux prérequis nécessaires pour l'utilisation de la solution Nagios. Du coup, pour ça, je ne vais rien inventer. On va tout voir sur le site de la doc officielle de Nagios. Non, c'est pas Nagios Centrayon, pardon. J'arrête pas de dire Nagios parce que j'ai prévu faire Nagios au début. Alors, pour cela, il faut penser à quelques prérequis. Du coup, l'utilisation de la solution, elle est faite sur des navigateurs de type Microsoft Edge, Apple Safari, Firefox ou Chrome. C'est il faut avoir un de ces 4 navigateurs en version très récente pour pouvoir l'utiliser. Je pense que pour ça, il n'y a pas de problème. On a tous ce genre de solution. En matière de système d'exploitation, on doit utiliser CentOS en version 7 ou 8. C'est pas possible de faire autrement. Mais vous allez voir que si vous optez pour une solution packagée, vous n'aurez pas du tout de problème parce que la solution packagée ou la solution complète ou préinstallée ou OVA, OVF, bref, appelez-la comme vous souhaitez, c'est une solution qui vous offre déjà le système installé. C'est ce qui fait que normalement, vous n'aurez pas à vous embêter là-dessus. Le système est déjà installé et déjà complet. D'ailleurs, ici, on peut partir directement sur la toute dernière version en matière des caractéristiques. Je n'étais pas sur la dernière version.
En matière, qu'est-ce qu'on peut avoir encore? Il y a des informations sur les serveurs, sur les caractéristiques de la machine. On parle de CPU, de 4 vCPU si vous utilisez pour 500 hôtes. Si vous utilisez, après, à savoir pour combien de hôtes vous utilisez, pour combien de hôtes vous surveillez. Si on parle de 500 hôtes, c'est qu'on parle d'une PME. Jusqu'à 500, c'est que ça peut être même beaucoup moins. Jusqu'à 1000, c'est une PME de taille plus importante. PME, c'est petite ou moyenne entreprise. 2500, 5000 et plus, c'est que là, on parle des sociétés de taille beaucoup plus importante et des services qui sont un peu plus avancés, un peu plus poussés. C'est que la machine va impérativement utiliser, et logiquement même, utiliser plus de ressources qu'un autre type de machine. Pardon, je tousse un peu parce que je suis malade, excusez-moi. Après, qu'est-ce qu'on a? On a en matière de mémoire d'espace disque, du coup, il y a plusieurs partitions qui doivent être disponibles avec une taille de disque nécessaire en fonction aussi de la taille. Je pense que ça sera mieux qu'on parte sur la 20 disques comme on était. C'est beaucoup plus simple parce que je vois que c'est plus orienté pour machine virtuelle. Mais bon, peu importe. L'objectif, c'est juste d'avoir une vue globale sur les prérequis. C'est très fortement conseillé d'utiliser MariaDB. En tout cas, sur les versions packagées, vous l'avez déjà. C'est que si vous installez une version, vous achetez un serveur qui est vide, vous installez du CentOS sur la machine et puis vous commencez à monter les outils, vous commencez à monter les packages un par un. Là, il faut aller sur une MariaDB version 10.3 au minimum. Il y a des dépendances logicielles, du coup, on va devoir avoir des logiciels de type Apache, GNU-TLS, le type de solution NetSNMP, OpenSSL, PHP, RRD Tools, Zlib, etc. Énormément d'outils. Je pense que vous arrivez à reconnaître quelques-uns ici très facilement comme SSL pour l'accès distant sécurisé, etc. Après, il faut penser à sélectionner votre architecture comme on était en train de voir en fonction de combien de solutions vous utilisez. Pour combien de users plutôt en particulier vous utilisez. Vous définissez votre espace disque. Là-dessus aussi, ça va dépendre très fortement de combien de services vous aurez besoin. Bon, au pire des cas, on peut aller jusqu'à 10 gigas au minimum. Et puis après, vous pouvez ajouter en fonction de votre espace d'utilisation. Il faut penser à la définition des partitions. Toutes ces parties-là, il faut les voir. Il faut rentrer dans tous ces détails-là. La partition, par exemple, MariaDB, il faut penser à créer la totalité de ces fichiers avec les espaces mémoire alloués à chacun, le collecteur de supervision. La même chose pour les utilisateurs et les groupes. Il faut avoir tout cela sur la machine si vous utilisez du CentOS 8 ou cela si vous utilisez du CentOS 7, etc. C'est que vous voyez que toute cette partie de prérequis, c'est quelque chose de très important auquel il faut vraiment penser parce que si vous partez sur un déploiement de A à Z à faire par vous-même via ou depuis une machine ISO, là dans ce cas-là, vous n'aurez pas d'autre choix que de partir sur la totalité des prérequis. Après, si vous êtes plutôt très professionnel dans votre façon de faire le travail, ce que vous allez devoir faire, vous allez devoir créer un tableau Excel et sur ce tableau Excel, vous allez devoir partir sur la liste des prérequis nécessaires. C'est que si on est sur un travail très professionnel, généralement on définit des prérequis. Par exemple, on part d'abord sur les prérequis système et sur les prérequis système, on définit tout ce qu'on a à définir. Par exemple, CPU, disque, RAM, etc. Et puis on part sur des prérequis logiciels. On définit tous les logiciels qu'on a, OpenSSL, Apache, quoi encore, etc. Je vais dire Azerty, ABCD, etc. Après, vous aurez en matière de système, en matière de DB, de système, on va dire CentOS 8 ou 7 au minimum. On peut partir sur des versions groupes, les différents groupes que vous allez devoir avoir, etc. Et puis vous ajoutez votre checklist. Que ça c'est ok. On a par exemple l'exigence minimale c'est 4 CPU. On peut partir nous par exemple sur 4. Et puis on peut décrire que dans une zone de commentaires, on va dire que c'est ok. Tout ça c'est des prérequis techniques. C'est que si vous travaillez réellement dans un environnement professionnel, ce document c'est un document de prérequis que vous allez devoir mettre en place, que vous allez devoir
créer, valider, le faire valider si vous avez un chef, etc. Le faire valider avant de procéder à l'installation. C'est vrai que quand on est technique, on est trop dans la technicité. C'est quoi les étapes, suivant, etc. Non, c'est fou. Il faut d'abord commencer par une première étape qui consiste à voir les prérequis, qui consiste à lire. Je pense que cette version, c'est mieux. Et puis, une fois on valide la totalité des prérequis, que ce soit hardware, software, logiciel, besoin, etc. Après, oui, il faut qu'on passe à la documentation projet, la conception de la solution, celle qui répond le plus à nos besoins. On choisit la version. Généralement, quand on a une étoile à côté, c'est la version la plus stable recommandée. La plus stable recommandée, c'est la 22.10. Pardon. C'est que dans ce cas-là, vous allez devoir lire toute cette version 22.10, tout ce qu'elle récupère comme prérequis. Après, vous allez commencer à récupérer l'installation, à faire les installations nécessaires. Généralement, vous l'installez sur un serveur physique ou sur un hyperviseur ou sur une installation cloud si vous optez pour des solutions sur des solutions de type cloud. Après, si vous voulez opter pour des solutions de type installation normale, on va dire, dans le cadre d'un lab, là, on peut partir directement sur des installations de type appliance. Attention, appliance n'est pas faite que pour les labs. Hein. Vous pouvez avoir une machine virtuelle de type VMware ESX qui est très professionnelle, qui est un hyperviseur de machine virtuelle que vous installez directement sur la machine physique et puis vous partez directement sur une OVA pour VMware. OVA c'est pour VMware, OVF c'est pour VirtualBox qui est l'équivalent de VMware en version open source. Libre à vous de télécharger celui que vous souhaitez. Après vous pouvez choisir la version que vous souhaitez qui répond à votre besoin. Une fois choisi la version que vous souhaitez, nous on choisit toujours la toute dernière possible, vous cliquez sur Download, moi je vais travailler sur VMware, si vous travaillez sur VirtualBox, il faut choisir l'OVF. Et puis, direct Download et vous allez le télécharger. Bon, moi je l'ai déjà téléchargé, j'ai même une version déjà installée. Après, vous avez les packages. Et les packages, c'est comme je vous ai dit, si vous-même vous allez lancer l'installation. C'est que dans ce cas-là, vous allez récupérer le package et puis vous allez suivre les étapes pour la configuration de votre package sur une machine déjà disponible, sur une machine Linux déjà disponible. Après, vous avez les custom platforms. C'est quand vous voulez customiser, autrement dit, adapter votre plateforme, ajouter des choses, retirer des choses, etc. etc. Mais bon, j'espère qu'on arrive jusque-là dans le cadre de notre formation. Mais pour le moment, ce qui nous intéresse le plus, c'est que choisissez en fonction de la machine virtuelle que vous avez, OVA ou OVF, et puis vous allez attendre jusqu'à ce que la solution soit téléchargée. Une fois téléchargée, on va pouvoir commencer les étapes d'installation. Après, une fois téléchargé, ce que vous allez faire, c'est très simple, c'est que vous allez à la page de téléchargement de votre solution et à partir de là, vous allez trouver directement, qu'est-ce qui se passe à ma page de téléchargement, ça bug un peu, Centrion, on est là, et puis ici, au niveau de votre Centrion, la seule chose que vous allez à faire, c'est de double-cliquer. Vous voyez que c'est très simple, c'est très facile, c'est très rapide, il suffit juste de double-cliquer, vous l'ouvrez avec VMware Workstation. Attention, il est fortement conseillé, je vous donne une petite astuce, que vous ouvrez déjà VMware en tant qu'admin. La même chose sur VirtualBox parce que si vous voulez apporter après des modifications sur l'outil, sur VMware ou sur l'hyperviseur VMware VirtualBox, vous aurez beaucoup de soucis si vous n'êtes pas en mode admin. Du coup, vous serez obligé de fermer le logiciel, etc. Du coup, vous l'ouvrez déjà, vous double-cliquez tout simplement, c'est très facile, c'est bon toi. On double-clique et puis là, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est bon. Il nous propose d'ouvrir directement la machine. Du coup, moi, ce que je vais faire, je vais dire SRV02 parce que j'ai déjà le 1 qui est déjà ouvert. Et puis, je vais importer la machine virtuelle. Et puis, vous allez voir, vous choisissez dans quel emplacement vous souhaitez. Moi, j'ai un répertoire spécial pour ça. Sur un disque SSD, c'est très fortement conseillé. Et puis, vous allez faire juste importer et la machine sera importée directement sur votre hyperviseur et le tour est joué. Et vous voyez que installer la machine virtuelle, ça ne prendra quasiment aucun temps. C'est juste le temps de l'importer pour que ça démarre. Bon, ça n'empêche que ça c'est théorique parce qu'une fois c'est chargé, vous allez devoir quand même apporter quelques modifications à la machine virtuelle et juste une fois chargé, je vais vous les montrer tout de suite. Alors, on attend que ça monte. Je pense que pendant ce temps-là, on va parler de tout ce qui est lié à l'installation, à la préparation de la machine virtuelle parce que une fois chargé, c'est sur du CentOS, vous allez voir que c'est très moche, c'est une interface
de type BIOS très ancien. On va la voir tout de suite là. C'est bon, c'est monté. J'espère. Allez. Qu'est-ce qu'il a? Ouais, c'est bon, il est là. On va lancer la machine. On réduit ça. Ok, c'est bon. C'est en cours de démarrage. Et puis, on va voir ce que ça donne. Normalement, il y a très peu de mauvaises surprises à rencontrer, mais bon, ça n'empêche que oui, on n'est toujours pas à l'abri d'avoir des mauvaises surprises, mais si vous les avez, en tout cas, il faut qu'on les traite. En tout cas, je rencontre très peu de problèmes à l'installation de ce genre de machine, mais ça n'empêche que si je rencontre, on va les traiter ensemble. C'est l'avantage de travailler directement en temps réel. On met le user qui route. Le mot de passe, c'est son crayon. Je ne me trompe pas, c'est son crayon. Très bien, il démarre. Là, il n'y a pas de souci. Très bien. Est-ce que je suis sur Azerty ou QWERTY? Non, je suis QWERTY. Si vous voulez le passer Azerty loadkeys.fr, je crois que c'est ça la commande. C'est bon, loadkeys.fr et ça passe en français. Attention, ce n'est pas une commande qui sauvegarde la configuration de français. Du coup, si vous rebootez la machine, je pense que ça va rebooter en QWERTY. Mais au moins, dans un premier temps, on travaille sur Azerty, c'est déjà pas mal. Alors, première chose à voir, il est très important de voir la configuration de l'adressage IP. Pour ça, attention à quelque chose. Il faut voir la configuration de votre machine virtuelle. Si vous avez VirtualBox, je vous le montre quand même. Attendez, VirtualBox, elle est là. On a dit on lance toujours en mode administrateur. Je vous le montre sur VirtualBox et puis on bascule sur VMware parce que moi je travaille que sur VMware. Sur VirtualBox, vous choisissez votre machine qui est quelque part ici dans la liste. Et puis vous allez voir machine, configuration. Et puis ici, vous avez quelque part réseau. Et puis là, vous allez choisir le type de carte réseau. Ce qui est un peu mauvais sur VirtualBox, c'est que vous n'avez pas la possibilité de choisir des cartes type VMnet. Vous choisissez généralement directement. Essayez de choisir accès par pont. Je ne sais pas si ça fonctionne ou pas parce que je n'ai jamais testé sur VirtualBox, mais normalement, en tout cas, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Si vous voulez ajouter d'autres, vous pouvez les ajouter. Vous pouvez activer l'interface réseau directement ici. En tout cas, si vous êtes sur un environnement de type VMware, vous pouvez suivre tout ce que je fais. Il n'y a pas de problème là-dessus. Alors, on prend ici VM. Vous allez devoir peut-être configurer votre carte réseau ici, mais on va revenir après. Sur les settings. Vous voyez qu'il n'y a pas de carte réseau par défaut sur la machine. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais c'est mauvais. J'ai l'impression que c'est mauvais, mais ok. Vous pouvez ajouter votre RAM si vous voulez plus de RAM, etc. Vous pouvez modifier le disque. Bref, vous pouvez faire autant de choses que vous souhaitez. On va faire Add et on va ajouter une carte réseau. Elle est où quelque part? Network Adapter. Finish. Et puis la carte réseau est là. Je vous déconseille de faire directement Bridge parce que j'ai pas l'impression que ça fonctionne. J'ai pas l'impression que ça détecte la carte réseau physique. C'est vrai que c'est la solution la plus simple. Vous pouvez l'essayer si vous souhaitez. Moi, je préfère, c'est plus conseillé de choisir une machine virtuelle, une carte réseau virtuelle directement. La VMNet 0, moi, je l'ai déjà configurée. Elle est en mode bridge. Pourquoi il est toujours souhaitable de choisir le mode bridge? Parce que le mode bridge est bridgé et mappé sur la carte réseau physique que vous avez. Autrement dit, vous allez pouvoir aller sur Internet facilement sans casse-tête, sans problème. Du coup, ici, si vous choisissez VMNet 0, vous choisissez celle que vous souhaitez. Moi, par exemple, je choisis la VMNet 0. Je fais OK. Et là, c'est bon, ma carte réseau est sur la VMNet 0. Malheureusement, ça va devoir rebooter la machine. Peu importe, on va laisser rebooter. Mais pendant ce temps-là, on peut aller sur Edit, Virtual Network Editor. Et là, on va configurer le réseau virtuel de VMware. Et dans le réseau virtuel de VMware, vous pouvez customiser et choisir la carte réseau que vous souhaitez et adapter la configuration de la carte réseau. Et là, vous voyez qu'il me dit que je n'ai pas le droit d'administrateur. Bon, c'est n'importe quoi, je l'ai lancé en tant qu'administrateur, c'est pas grave. Il suffit de cliquer ici sur les Change Settings et c'est fait. Alors, ici, vous allez voir que la VMNet 0, vous sélectionnez la carte et vous choisissez ce que vous souhaitez. Par exemple, ici, on peut choisir en bridge. D'habitude, on laisse en automatique, ça détecte automatiquement la carte réseau physique qui est connectée sur Internet. Comme pour moi, par exemple, c'est la carte réseau Wi-Fi.
Si vous trouvez que ça ne marche pas, vous pouvez choisir, forcer la carte que vous souhaitez. Normalement, en automatique, ça devrait y aller sans aucun problème. Alors, on va faire bridge, ok. Ok, on va la bridger, la VMNAT0. On va laisser, c'est bon, c'est fait. Alors, ici, c'est rebooté. On peut voir rapidement IP adresse, qu'est-ce que ça donne. Et là, on est connecté sur l'ENS 192. L'interface, elle s'appelle ENS 192. La première, c'est la loopback. Enfin, je ne sais pas si vous avez des connaissances de base en Linux, mais généralement, la première interface qui affiche toujours avec hello veut dire loopback. La loopback, c'est comme la localhost sur une machine Windows, c'est l'équivalent de la 127.0.0.1. Après, vous avez la ENS 192, c'est la carte réseau physique que vous allez utiliser, qui a récupéré une adresse IP, ce qui est pas mal du tout. Du coup, elle a récupéré une adresse IP de 192.168.1.38. Alors, on peut s'arrêter là, il n'y a pas de problème. On peut s'arrêter là, il n'y a aucun souci. Sauf que, dans la vie réelle, généralement, un serveur, on ne lui donne pas une adresse IP par un serveur DHCP. Parce que là, c'est le serveur DHCP de ma box, c'est lui qui intervient, qui donne une adresse IP. Parce que je suis mappé sur la carte physique. Mais dans la vie réelle, un serveur, il faut lui donner une adresse IP quand même. Ok? Si vous voulez, on peut le changer. Pour cela, il suffit d'aller... hop, attendez, j'accède ici. VI. Avec le VI, on peut aller dans ETC. ETC 6 config. Après, on peut aller sur Network Scripts. Et puis... J'insiste sur le S, c'est pour ça que je prononce scripts, pour que vous n'oubliez pas le S du pluriel. If config, CFG je crois, pas config. Et puis on choisit le nom de la carte réseau. Dans ce cas-là, c'est ENS 192. Là, vous allez voir la configuration de votre carte réseau. Et là, vous voyez que bon, la carte réseau est activée, on boot, etc. Quelque part, il y a un truc de type automatique, DHCP, ce que vous souhaitez et tout, peu importe. Alors, là-dessus, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut donner une adresse IP manuelle. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? On appuie sur I, comme insert, pour insérer. On appuie sur entrée et on écrit IP addr, comme ça, addr, égale, et on donne l'adresse IP, 192.168.1. Moi, j'ai une machine qui est déjà à 100. Celle-ci, je vais lui donner 110. Et puis, on ajoute le masque. Net masque égale et on ajoute un 3 fois 255 0. Qu'est-ce qu'il fait là? Il veut pas. Attendez, on s'arrête un peu. Il veut pas. J'ai l'impression que la machine bloque. Je ne sais pas pour quelle raison. On attend un peu. J'ai même l'impression qu'elle ne détecte pas le clavier. Bon, j'ai peur que ça se débloque une fois pour tout et puis ça va écrire tout ce qu'elle a à écrire. Je ne sais pas ce qui se passe. Bon, peu importe. On va attendre juste 5 secondes. Je vais arrêter la vidéo le temps que ça se débloque. Si ça ne se débloque pas, je reboot la machine. Il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. Il n'y a rien de spécial. Bon, elle veut pas, je reboot la machine. Restart guest. Je vais laisser démarrer. Le temps de boire un peu d'eau et on va continuer. Bon, on a dit route et son crayon. C'est bon, on a dit load case fr. Très bien. Et puis IPA, est-ce qu'il a sauvegardé notre conf? Bon, très bien, il est toujours en 38. On va la changer. Allez, on va la changer. Si ça bloque encore une fois, on va la laisser. Peu importe. En tout cas, c'est juste une recommandation, une best practice. Ce n'est pas une obligation. On a dit etc 6config. Après network script. Script avec S. Et puis if cfg. Et puis ENS 192. Qu'est-ce qu'il me dit? Ouais, ok, peu importe, très bien. On appuie sur I pour insert. Ah, on a pris l'US avec nous, comme ça.
Et puis on choisit IP adr égale 192.168.1.110. Netmask égale 255.255.255.0. Bah, très bien, ça fonctionne pour le moment. Ce qu'on va faire maintenant, on va appuyer sur échappe. Après 2 points W comme write, comme écrire. Et puis c'est bon, enregistré. 2 points Q pour quitter. Très bien. Maintenant, on va voir IPA. Qu'est-ce que ça donne? Il ne l'a pas modifié. On va revoir le fichier. C'est bon, il l'a pris en compte en tout cas, il n'y a pas de souci. W et Q. On reboot la machine peut-être. Qu'au reboot, ça va fonctionner. Et puis, on va voir ce que ça donne. Normalement, au reboot, ça doit y aller. En tout cas, si ça ne marche pas et que ça reste 38, je répète, on s'en fout un peu, on peut continuer le travail. Alors, on va attendre un peu. C'est bon. Très bien. Il a récupéré la 110. Je vois qu'il a toutes les adresses en bas. Peu importe, on va voir ce que ça donne. Si le ping depuis mon CMD ping 192.168.1.110, si ça répond, il n'y a pas de problème. Du coup, ça doit fonctionner sans souci. Ok. Très bien. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Maintenant, une fois terminé, on peut aller sur les configurations de base ou la préparation de base de la machine. Par exemple, on peut dire time sur le choix de la zone. On peut dire time date CTL comme contrôle. Et puis, on choisit list time zone. Time zone. J'ai dû me tromper. Time zones avec S. Oui. Là, on peut voir dans quel continent on est, dans quelle ville on est. Bon, je pense qu'on a dépassé, mais bon, vous comprenez que c'est Europe et Paris. Il n'y a pas de problème là-dessus. CTRL-C, je quitte. Et du coup, ce qu'on va faire, on va choisir directement notre time zone qui est cette time zone qui est Europe et Paris. C'est bon, c'est bien fonctionné. C'est recommandé pour avoir un horodatage précis. Après, ce qu'on va avoir, on va avoir besoin de configurer un nom pour la machine. Là-dessus aussi, c'est la commande hostname. Hostname CTL. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On fait set hostname. Hostname. Et on choisit un nom. Par exemple, on peut dire supervision, Centrayon, SRV02. Parce que l'autre, je l'ai appelé SRV01. Il ne veut pas mettre le chiffre ici. 02. C'est bon, ça fonctionne. Et c'est bon. Là, on a donné un nom pour la machine. Après, il y a une étape qui est très importante, qui est l'ajout de la partition pour la table MariaDB. Cette étape est obligatoire parce que sans cette étape, le serveur ne fonctionnera pas à l'exécution et n'exécutera pas les fonctions. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Il faut tout simplement basculer en mode... Il faut basculer, changer le user en Centrayon, partir sur le user Centrayon, et sur le user Centrayon, exécuter juste cette commande qui permet de créer la partition. Du coup, vous allez lancer le bin PHP, comme ça. Après, sur USR, non, il faut toujours commencer par le slash USR, share Centrayon, hop, Centrayon partitioning. J'ai l'impression que je me suis trompé. Partitioning. Normalement, ça s'écrit comme ça le terme. .php. Ok.
Ok, alors, bin PHP, USR, share, Centrayon. Non, là je me trompe, c'est cron. Hop, c'est comme ça. Normalement, ça doit y aller. C'est bon. Il lance la partition. Il lance le partitioning pour la création, le partitioning pour la base de données MariaDB. Une fois fait, normalement, ça devrait y aller sans aucun problème. Ça risque de mettre un peu du temps. Une fois que c'est fait, une fois que le partitionnement créé, pour moi, c'est la seule étape importante. Tout le reste, c'était facultatif et simple. Une fois créé, l'étape suivante sera de restart. Oui, c'est très bien. Partitioning completed. Il faut penser à exit pour revenir à l'utilisateur root. On était sur l'utilisateur Centrayon. Et à partir de là, on va pouvoir redémarrer les services Centrayon pour finaliser l'installation. Du coup, la commande, c'est system control, system ctl, restart, cbd, et puis on choisit Cent Engine, et puis go. Et c'est bon. C'est redémarré. Normalement, il n'y a aucun souci. À partir de là, si tout est OK, vous allez pouvoir attaquer votre Centrayon depuis une interface web. La commande est très simple. Il suffit d'aller sur n'importe quel navigateur à jour et puis vous insérez 192, l'adresse IP 192. Et pourquoi il ne veut pas? Allez, je réessaye. 192, 168, 110 / Centrayon. Très bien, ça fonctionne bien. Là, il vous demande directement le user et le mot de passe. Là, on va mettre le user souhaité, qui est admin. On va mettre le mot de passe, qui est Centrayon, avec C majuscule, 1, 2, 3, point d'exclamation. Le mot de passe est là. Centrayon, avec C majuscule, 1, 2, 3, point d'exclamation. Se connecter, et là, on est connecté à la machine. La première chose qu'il vous demande, de réinitialiser le mot de passe, Centrayon, 1, 2, 3, point d'exclamation. Je ne vais pas trop m'embêter, je vais mettre un mot de passe peut-être qui lui ressemble très fortement, peu importe. Ok, j'écris ici admin, Centrayon, C majuscule, 1, 2, 3, 4, point d'exclamation. Je l'affiche, comme ça, je ne l'oublierai pas parce que sinon j'oublie le mot de passe. Ok, ça marche. Qu'est-ce qu'il nous affiche ici? Pourquoi il nous affiche cette page blanche? On refait. Et c'est bon. Et très bien. Vous pouvez actualiser juste la page, il n'y a pas de problème. Et là, c'est bon. Vous aurez votre plateforme de supervision qui est active avec une belle interface graphique que nous allons décortiquer et commencer à utiliser à partir de la prochaine vidéo. On est bien le 26 avril 2023. Il est bien 8h14. Du coup, vous voyez que l'eurodatage fonctionne bien. Il n'y a pas de problème là-dessus. On peut enlever ça pour avoir l'état de toutes les machines, de toutes les requêtes, etc. Bon, tout ça, vous allez le voir en avançant un peu dans la formation sur cette partie-là. Bon, sur ce, je vous dis bon courage. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez besoin. Et à la prochaine vidéo. Salut à tous.